Il était une fois, il y a fort longtemps, dans un monde si différent du nôtre, que l'on pourrait croire que je vous parle d'un autre pays. La plupart des jeunes gens vivaient librement. Ils flirtaient à droite, à gauche, pour peu que les hommes aient le bon goût de payer le vin du couillage. Oui, le vin du couillage, celui qui vous laissait le droit de copuler avec la jeune fille de votre choix, pour peu qu'elle soit d'accord. Le vin du couillage était pour amadouer ce que l'on pourrait appeler les grands frères. L'histoire finissait toujours moins pareille. La belle finissait par être engrossée. Quant au gentilhomme, selon sa vertu, soit il assumait son rôle de père, soit il continuait à courir la gueuse. Il est vrai aussi qu'il y avait des personnes tout à fait contraires. Elles avaient peur de tout, surtout de la maladie, parfois des hommes, et elles décidaient de se reclure. De quoi ? De se reclure. À l'époque, c'était à la mode, comme aujourd'hui le mot confinement est à la mode. Et ça revient à peu près au même. L'idée est que le monde extérieur est dangereux et qu'on pourrait mourir. En conséquence, on décide d'aller s'enfermer dans un endroit où on serait à l'abri du monde. Je vous explique. Dans un endroit bien placé, vous construisez une salle d'environ 9 mètres carrés. Dedans, vous vous faites emmurer et vous ne laissez qu'une ouverture pour que le passant puisse vous faire une aumône. En échange, vous priez pour le bien du village, de la ville, du passant qui vous nourrit. Et croyez-le ou non, il y en avait partout des réclusoires, à tous les coins de rue. C'était le coin du commérage. Et, croyez-le ou non, il y avait bien moins de réclusoires que de prétendants. Dès que l'un d'entre eux avait la bonne idée de mourir, ça se bousculait au portillon. Alors c'est vrai que parmi les prétendants, il y avait aussi des jeunes femmes qui voulaient réchapper à un mariage forcé. Mais notre jeune héroïne du jour a fait un tout autre choix. Elle a accepté le destin qui lui était dessiné depuis l'enfance, c'est-à-dire épouser un bon parti et de lui donner une descendance. Notre héroïne du jour s'appelle Marie de Montauban. Marie de Montauban est dame de Montauban, de Landal, de Romilly-sur-Lauzon et de Marigny. Et le beau parti qu'elle épouse est Louis Ier de Rohan-Guéméné. Et vous parlez d'un beau parti. Il est l'unique petit-fils de Jean Ier de Rohan et de Jeanne de Navarre. Sa mère, c'est une Catherine du Guesclin. Et notre petite Marie de Montauban est un parti à la hauteur. Son père est amiral de France, ultime récompense militaire. Il eut les fonctions de chambellan du roi. On dispose de courriers de Louis XI qui l'encensent pour ses qualités. Autant vous dire que c'est la crème de la crème. Le 24 avril 1443, la vie de notre jeune Marie devient ennuyeuse à mourir. Oui, c'est le jour de son mariage. Et depuis, rien. Elle lui fait 3 gosses, d'accord. Mais rien de palpitant. Puis les gosses, ça grandit, ça part, puis ça ressemble à leur père. Alors elle gère le quotidien. Palpitant, entre les couches, les courses, ah non, ça c'est les domestiques et les nourrices. Puis un jour, l'amour. Il est à en perdre ses mots. Un dieu vivant, une beauté, une sculpture grecque qui ne sont pas encore à la mode, une intelligence, un raffinement, et puis un amant, c'est tellement bien. Avoir un amant à l'époque est presque banal. Comme l'ont écrit de nombreuses femmes de l'époque, l'amour ne peut donc à raison reconnaître aucun droit qui lui soit propre entre mari et femme. Et elles ajoutent des arguments. D'après la règle d'amour lui-même dit que qui n'est pas jaloux ne peut aimer. Et comment être jaloux d'un être qui nous appartient déjà ? Voilà en somme l'amour courtois. Mais notre Marie ne l'entend pas de cette oreille. Son amant, Ambroise Roichel, elle veut vivre avec. Quant à son mari, il commence à en avoir marre. Cette relation, contrairement à ce qu'elle devrait, n'est point cachée. Alors il teste, il fait un testament, disant que il ne souhaite pas qu'elle ait la garde des enfants. Il la sent bien légère. Et puis il la convoque.
Il lui fait un long discours. Elle y prend bien du plaisir à cette relation. Et si elle y prend des plaisirs, elle pourrait donner un enfant adultérien. Et ça, il en est hors de question. Marie lui rit au nez. Mais mon cher, il n'y a bien que vous, les hommes, qui pensez que pour concevoir un enfant, il faut que la femme jouisse. Parce que mon cher, si tel était le cas, avec moi, vous n'auriez eu aucune descendance. En entendant cela, notre Louis s'étouffe à moitié en buvant son verre de vin. Et à Marie d'ajouter « Mon ventre m'appartient, tout comme le vôtre et le vôtre. Et d'ailleurs, j'espère que vous avez bien dégusté ce vin. » Et il en fut fini de Louis. Le vin était délicieux et délicieusement empoisonné. Notre Marie rêve de rejoindre son Ambroise Roichel. Une nouvelle vie s'ouvre à elle. J'espère que vous ne m'avez pas cru. Tout de même, que la fille Montauban épouse quelqu'un qui n'est pas le sang bleu, faudrait pas pousser mémé dans les orties. En l'occurrence, Pépé, qui est bien placé, qui est même au sommet de sa carrière. Alors si on lui a fait la fleur de fermer les yeux sur les crimes de sa fille, il faudrait maintenant qu'elle retourne dans le rang, qu'elle trouve époux, qu'elle refasse des enfants et qu'elle se fasse oublier. Et pour cela, on a trouvé le bon pigeon, Georges de la Trémoille. Il est au service de Philippe le Bon. Son père est l'ancien chambellan du roi, un copain à Papounet. C'est un dévoué serviteur du roi et un jeune homme prometteur. Et en plus, comme tout bon militaire, comme tout bon commandant, il a de la poigne, notre petite Marie, il saura faire avec. Le mariage est célébré le 8 novembre 1464. Plouf, les rêves de Marie. Plouf, les rêves d'Ambroise. Marie a appris. La relation est bien cachée. Ou alors notre bon Georges est bien couillon. Parce que ce n'est que 6 ans plus tard, en 1471, que Georges de la Trémoille découvre le pot aux roses. Lorsque Marie rejoint Ambroise, elle est affolée. Ils discutent de la situation. Et puis, après de longues nuits, ils décident qu'il n'y a qu'une solution. Ah bon? Laquelle? Eh ben, on ne change pas les solutions qui marchent. Et l'empoisonnement, c'est drôlement efficace. Sauf que Georges est devenu méfiant. Et lorsque Marie, un bon soir, vient lui offrir un verre de vin, il se méfie et lui propose de boire la coupe avant. Aïe, elle refuse. Georges de la Trémoille, qui, à l'oreille du roi, lui en fait part immédiatement. Et son bon père à Marie, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il n'est pas Dieu non plus. Alors notre bon Louis XI, tyran, laid, cruel, sournois, fourbe, c'est celui qui enfermait ses ennemis politiques dans une cage suspendue dans le vide, enfin au-dessus d'une falaise, et ces derniers attendaient gentiment que l'on ouvre la cage et qu'il fasse une chute. Ça pouvait durer 1, 2, 3 jours, mois, semaines. Notre bon Louis XI, donc. La seule chose qu'on lui reconnaît, c'est d'avoir aboli l'esclavage. Si, je vous assure, mais c'est une autre histoire. Mais revenons à nos moutons. Enfin, à nos chers serviteurs fidèles du roi. Notre bon Louis XI, donc, décida de couper la poire en deux. D'accord, pour que Georges de la Trémoille se sépare de sa femme. Il est vrai qu'il est exclu qu'elle lui donne un enfant d'un autre, que lui, il ait des maîtresses et des petits bâtards. Bon, c'est normal. Puis c'est pas comme si Marie, c'était la femme idéale. Ouh là là, je vous vois venir. Vous allez me dire, et vous croyez que lui, c'était l'homme idéal? Bien sûr que non, s'il était parfait. Ce serait une femme. Mais revenons à nos poires. Hors de question de faire exécuter la fille de Montauban. Vous imaginez? Alors, avec la plus grande mansuétude, il lui propose la réclusion dans une tour où elle n'aurait le droit de parler à personne. La réclusion à perpétuité. Ça vous rappelle quelque chose? Les recluses? Elle vécut encore 6 ans, enfermée dans sa tour, enfermée dans le silence. Et aucun prince charmant
chevalier téméraire, amoureux fou, ne vint la délivrer. Car notre beau Ambroise Roichel, cette histoire d'amour lui fit complètement perdre la tête. Oui, c'était en 1477, à la hache, sur la place de Tours. Lui finit à la fosse commune, quant à elle, comme dans tous les réclusoires, la tombe était creusée dans le réclusoire lui-même, et ce, avant de l'emmurer. Alors, il était une fois, il y a fort longtemps, dans un monde si différent du nôtre, ou pas. Un monde où les jeunes filles tombaient amoureuses et de jeunes hommes qui changeaient après la naissance du premier enfant. Un monde où les hommes aiment à se partager une bonne bière entre hommes. Un monde où les gens ont tellement peur de la maladie et de la mort qu'ils préfèrent se reclure, enfin se confiner, plutôt que de prendre le risque de vivre, et donc de mourir. Un monde où les classes sociales ne se mélangeaient pas, et l'on naissait et mourait dans le même milieu. Un monde où tromper sa femme, c'est banal, mais se faire tromper, ça la fout mal. Un monde où, lorsqu'on a fait une grosse bêtise, il vaut mieux avoir un papa bien placé, beaucoup d'argent, et être une femme. Les juges sont plus indulgents. Il était une fois, il y a fort longtemps, Marie de Montauban, qui vivait dans un monde qui ressemble tout de même étrangement au nôtre.